Alors, ça devrait être bon. J'ai tout ce qu'il faut. Oui, donc on va parler blockchain. On est une petite structure près de Romilly-sur-Seine. On fait essentiellement du consulting, comme le décrivait Russell. On va dire que officiellement, on accompagne nos clients dans leurs projets de transformation digitale. Plus concrètement, on va dire, ou de façon un peu moins langue de bois, on essaie d'expliquer, d'accompagner nos clients dans tous les bouleversements digitaux qui arrivent, qui se produisent. La blockchain en est un. Et un peu à l'image de la blockchain, c'est des choses qui nous tombent dessus. On ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas le temps de comprendre qu'on passe déjà à une autre techno. Et cette accélération que décrivait Russell, les clients la ressentent, en souffrent. C'est quasi exponentiel, effectivement, hein, comme on l'indiquait. Et les clients étant concentrés sur leur business, ils ont de moins en moins de temps pour aller un petit peu outsourcer, pour aller essayer de trouver des informations. Et du coup, ils sont de plus en plus sous pression face à ces nouvelles technologies. Donc ce que je vous propose là, c'est de parler de la blockchain, de voir en quoi cette technologie peut un peu... vous allez voir que ça va être beaucoup, mais comment cette technologie bouleverse les usages actuels. Et on va essayer de le faire. Alors il y aura un petit passage pour quand même expliquer la blockchain. C'est pas évident que tout le monde ait les bases nécessaires. Et on va essayer assez vite d'arriver sur un exemple concret. Alors l'actualité nous a un petit peu aidé. Il y a eu une annonce récente la semaine prochaine de Carrefour qui a annoncé le lancement de sa blockchain. Donc on va tourner autour de cet exemple-là. C'est suffisamment parlant. On va pas parler de business un peu exotique. Là, on va parler de Carrefour et de produits communs que l'on achète tous les jours. Et puis on va essayer de faire une petite analyse critique de cette blockchain et de ce cas-là. Vous avez en haut de l'écran un lien pour ceux qui veulent poser des questions mais veulent bien les préparer, bien les décrire. N'hésitez pas à les saisir sur cette adresse-là. Sinon, vous pouvez tout à fait les poser de façon classique à la fin de l'intervention. Alors, la blockchain, avant de décrire ce que c'est, juste un petit rappel sur quelque chose, sur une révolution qui finalement ressemble beaucoup, c'est Internet. Pour ceux qui ont vécu cette transformation, rappelez-vous l'image que vous aviez d'Internet dans les années 90. L'effort qu'il fallait faire pour imaginer les usages d'Internet, essayer de comprendre tous ces experts qui vous parlaient de révolution, alors que vous aviez déjà du mal à imaginer ce que c'était que de recevoir des mails sur un téléphone. La blockchain, les experts actuels qui ne travaillent que sur la blockchain nous disent que ça va être la même chose, ça va même être pire. Donc finalement, vous voyez les petits icônes à droite, enfin toute cette activité folle que l'on a autour d'Internet aujourd'hui, qu'on a parfois du mal à comprendre, mais enfin en tout cas qu'on accepte. Imaginez si en 94 on vous avait expliqué que nos vies allaient être celle-là aujourd'hui. La blockchain, c'est un peu ce qui se prépare. Et n'oubliez pas l'effet exponentiel. On n'attendra pas 20 ans pour manger de la blockchain et les effets de la blockchain. Donc c'est peut-être pas idiot de se creuser un peu plus pour être un peu moins à la ramasse que lorsqu'Internet est arrivé. Alors les deux mots soulignés sont aussi importants. Internet, c'était de l'information, c'était de la donnée. La blockchain, ça reste de la donnée, mais il y a de la valeur et c'est vraiment intrinsèquement lié. Et on va essayer de le voir également. Alors, un slide, promis, un seul, sur la technologie ou finalement ce qu'il y a sous ce que représente la blockchain. Alors, imaginez une activité quelconque où il y a besoin d'enregistrer un certain nombre d'informations. Alors, des achats-ventes, c'est le plus évident. Vous connaissez tous la première application de la blockchain qui est le Bitcoin, où on fait circuler une monnaie. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des mouvements de stock, de ce que vous voulez, ça peut être des contrôles dans un laboratoire, des contrôles sur un quai d'expédition, sur des réceptions, enfin peu importe. Des opérations au sens large. Et ces opérations, l'idée c'est qu'on en collecte un certain nombre. On va dire, quand je dis on, imaginez un serveur qui participe à une blockchain, il collecte ces informations
Et puis à certains moments, quand il en a un certain nombre, alors il y a des tas de règles, ça peut être une fréquence donnée, ça peut être selon un volume, enfin peu importe, il va les sceller. Et il va les sceller dans un bloc. Donc finalement, pour une fois qu'une technologie a un nom suffisamment parlant, on va essayer de vous accrocher à ça. Blockchain, chaîne de blocs. Bon, le bloc, c'est une suite d'opérations, rien de plus, qui est, alors le petit cadenas est important, qui va être scellé. Alors je ne rentre pas dans les détails, il y a de la crypto là-dedans, il y a plein de mathématiques. Dites-vous que ce scellement, il est solide. S'il n'était pas, le Bitcoin n'aurait pas le cours qu'il a aujourd'hui et on serait déjà passé à autre chose. Donc on scelle un bloc. Et ce bloc, en fait, juste avant de le sceller, on va le lier à un bloc précédent. Voilà, bon, une autre suite d'opérations, de contrôles qui ont eu lieu au préalable. Et vous avez votre chaîne. Donc la blockchain, un serveur ou une machine, enfin un ordinateur participant à la blockchain, il va stocker ça, et c'est tout. Alors évidemment, si c'était un seul ordinateur, ça limiterait un petit peu les intérêts et les particularités de la blockchain. L'idée, en fait, c'est qu'on peut avoir un deuxième ordinateur ailleurs, et puis il y a une synchronisation automatique de cette chaîne et de ces blocs. Et puis évidemment, si on en a deux, on peut en avoir un certain nombre, et puis comme on est sur Internet, tout ça, vous multipliez par 100, 1000, 10 000, et puis vous obtenez une chaîne, un journal successif de blocs d'informations qui devient extrêmement solide. Je ne vais pas rentrer dans les particularités, les caractéristiques de la blockchain, mais enfin retenez que c'est très très solide. Et quand je dis très, c'est que personne aujourd'hui ne sait casser ça, et que mathématiquement on sait prouver que l'effort nécessaire pour casser ces chaînes est suffisamment énorme pour que même un pays qui aurait la main sur tous ces ordinateurs, sur ces serveurs, aurait beaucoup de mal à corrompre cette chaîne. Donc c'est solide, voilà. Et on recommence avec le bloc suivant. Voilà, et ça, on empile comme ça des blocs. Alors je pourrais y revenir tout à l'heure, mais on va essayer d'avancer. Je pourrais vous montrer une page sur Internet qui visualise en temps réel une blockchain, celle du Bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto-monnaie, et vous verrez ces blocs s'empiler, et on peut même rentrer dans les blocs et voir le détail des transactions. Voilà, donc on pourra revenir sur cet exemple. Voilà. Je dirais que c'est l'essentiel. Blockchain, une chaîne de blocs, c'est solide, et on va pouvoir placer dans ces blocs tout un tas d'informations et bénéficier des caractéristiques de cette blockchain. Alors j'ai quand même mis des copies d'écran si on ne peut pas y revenir tout à l'heure. Ça c'est un site qui sera mis en référence, où vous pouvez visualiser la blockchain Bitcoin. Donc la copie d'écran précédente, vous aviez les blocs, et ici vous avez le détail d'un bloc. Bon, il y a plein d'infos pas forcément passionnantes, mais vous avez bloc précédent, vous voyez, un lien vers le bloc précédent. Et quand vous demandez le détail d'un bloc, vous avez le détail des opérations. Bon, c'est plus ou moins lisible, ça dépend du contenu de la blockchain, mais enfin l'idée est là. Alors, arrivons à notre exemple concret. Donc Carrefour qui lance la semaine dernière, enfin en tout cas qui annonce avoir lancé une blockchain sur... Alors on était dans les pizzas avec Russell, là on va rester dans de l'alimentaire. On est dans le poulet fermier, je ne sais pas si c'est que d'Auvergne, mais enfin en tout cas ils ont fait l'annonce avec le poulet fermier d'Auvergne. Voilà. La production de l'élevage, on va le voir après, est tracée dans la blockchain, et le consommateur peut consulter cette blockchain et s'assurer de la véracité des informations qui sont stockées. Bon, il y a la petite étiquette avec le code barre, on va y revenir. Il y a des liens également, vous verrez les différentes annonces et la façon dont c'est abordé. Ça, c'est pris de l'annonce officielle Carrefour, donc il s'agit... comme dans toute chaîne de traçabilité, d'aller y placer un certain nombre d'informations qui seront ainsi sécurisées et que l'on pourra réutiliser après. Alors je vous passe ce détail du couvoir, producteur, transformateur, le consommateur, il y a des dates, il y a des numéros de lot, il y a tout ce que l'on souhaite y déposer. Là-dessus, les blockchains sont assez agnostiques, vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Alors, appliquée au secteur alimentaire, elle permet à chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement, producteur, transformateur, de renseigner les informations de traçabilité qui les concernent, et ce pour chaque lot, date, lieu, voilà. C'est très classique, fonctionnellement la blockchain ne vous apporte rien, on est dans le même périmètre que n'importe quel outil de traçabilité, mais elle va avoir des caractéristiques qui seront supplémentaires, qui seront intéressantes. Alors, encore plus concrètement, ce code barre, si vous le scannez, vous avez, enfin, il représente l'URL qui est indiquée ici en bleu.
on ne le voit pas très bien, mais enfin, il y a un numéro de lot qui est encodé dedans, le code EAN du produit. Et quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une belle page qui vous parle du producteur. Il y a même une petite vidéo. Bref, on restitue les informations qui sont stockées dans la blockchain. Donc je dirais que jusque-là, qui est ou pas la blockchain, finalement, pour avoir le même genre d'application. Qu'est-ce qu'apporte la blockchain par rapport à cette démarche de traçabilité, par rapport à un système plus classique? Finalement, Carrefour avait sûrement des outils de traçabilité avant ça. Pourquoi ils sont passés sur la blockchain? Transparence accrue. Vous avez vu tout à l'heure dans le slide de présentation de la technologie, c'est que cette chaîne, elle est répliquée à différents endroits. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah oui, moi, Carrefour et les différents acteurs qui participent à cette production de poulet, les informations de traçabilité vont être à différents endroits. Donc, en cas de doute, moi, je suis transparent, j'ai stocké ça à différents endroits, donc on ne pourra pas me soupçonner d'avoir éventuellement masqué des informations. On peut y stocker plus d'informations, puisque Carrefour n'est pas le seul acteur. Le producteur, le transporteur, les différents fournisseurs d'aliments peuvent y stocker eux-mêmes un certain nombre d'informations. On peut lutter contre la fraude. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un discours sur chacun des points. Je vais essayer d'aller jusqu'en bas. Voilà. Je vais en prendre juste un ou deux pour donc améliorer la confiance dans les circuits de distribution. Je ne vais pas vous rappeler les différents scandales sanitaires qui courent et surtout les doutes en termes de réactivité, de transparence que l'on peut avoir envers ces producteurs ou ces distributeurs ou sur toute cette chaîne. L'idée de mettre sa traçabilité dans la blockchain, c'est de pouvoir se dédouaner de tout soupçon de fraude ou autre, puisque finalement ces informations, de par les caractéristiques de la blockchain, elles sont répliquées à différents endroits, elles ne sont pas modifiables. Bon, scandale sanitaire, on l'a évoqué, coût d'exploitation réduit, on n'aura pas le temps de détailler un peu ce point-là, mais le coût d'exploitation de la blockchain est quelque chose de ridiculement bas par rapport à un système équivalent qu'il faudrait installer sur des serveurs, répliquer, il faudrait confier ça à un prestataire, il faudrait mettre en place tout un certain nombre de mesures. La blockchain, quand vous utilisez une blockchain existante, vous y déposez vos informations, vous payez les frais d'utilisation de la chaîne et vous profitez des bénéfices immédiatement. Source de revenus supplémentaires, bon, j'ai mis des points d'interrogation, hein, j'ai pas les articles d'annonce de Carrefour n'allaient pas jusque-là, mais enfin on connaît tous un peu la grande distribution, j'imagine qu'ils n'offrent pas ce service à leurs partenaires de façon gratuite, mais on reviendra sur ce point-là. L'intérêt aussi pour les entreprises d'être un peu précurseurs et d'être les premiers, puisque c'est aussi un moyen de valoriser, y compris le service, parce que si vous êtes les premiers dans votre activité, vous le faites payer aux autres. Se passer des tiers de confiance classiques, j'ai aussi mis un point d'interrogation, c'est pas forcément évident, on va le voir après dans l'implémentation qu'a fait Carrefour, mais en tout cas sur le principe, tout ce que vous mettez dans la blockchain, vous pouvez avoir une confiance totale dans l'information qui est déposée. Donc tout le business actuel des tiers de confiance, il va falloir qu'il s'adapte. En tout cas, il va y avoir des changements majeurs de ce côté-là. J'ai mis un point d'interrogation, vous verrez, parce que ce n'est pas forcément évident dans leur approche. Et j'avais oublié un point. Bon, évidemment, il nous parle des poulets fermiers d'Auvergne. Je crois que c'est toute leur gamme de produits labellisés, mais pourquoi ne pas l'étendre à tous les produits? Voilà, on peut imaginer que ça a été un petit peu pas le cahier des charges, ou en tout cas les objectifs de Carrefour dans l'idée d'utiliser la blockchain plutôt que d'en faire un système classique. Alors c'est effectivement louable, mais comme dans toutes ces technologies, on peut avoir différentes approches, on peut les utiliser à différents dessins et mettre des priorités dans ces dessins. Donc je vous propose quand même un petit peu de critiquer, c'est un exercice de style, hein. On n'a pas été audité l'implémentation blockchain de Carrefour et c'est pas du tout l'objet, mais c'est un petit peu pour vous montrer que y a matière quand même à un peu discuter tout ça. Alors c'est assez difficile d'évaluer leur proposition de blockchain puisque finalement il y a très peu de détails techniques. Comme je vous l'ai montré sur le slide, décrivant le principe de la blockchain, il faut encore pouvoir savoir sur quelle blockchain, de quelle façon c'est stocké et comment tout ça est consulté. Donc il y a peu de détails, donc pour le moment c'est une annonce. L'autre point aussi intéressant, c'est qu'ils utilisent une blockchain privée. Je n'ai pas parlé de privé ou de public jusqu'à présent, mais finalement les blockchains que l'on connaît, dont notamment le Bitcoin, Ethereum et toutes les autres, sont des blockchains publiques. Finalement, tout le monde y accède.
aussi bien pour écrire ou pour consulter de la même façon. Les blockchains privées, elles permettent un usage un petit peu plus sélectif. Alors il y a plein d'intérêts, hein, et on comprend les intérêts pour Carrefour de choisir une blockchain privée, mais du coup ça soulève des questions. Qui contribue? Alors on entend bien dans leur annonce que ce sont les producteurs, les éleveurs, les différents fournisseurs, mais on aimerait bien savoir est-ce qu'un organisme indépendant de contrôle sanitaire peut contribuer à cette chaîne? Pas évident, en tout cas c'est pas cité dans l'annonce. Encore plus intéressant, c'est qui peut consulter. On a vu le code barre, on a vu la page web qui est affichée, mais ça c'est du classique, c'est pas ça la blockchain. Finalement cette page web, elle va lire ces infos où? Elle est où cette blockchain? Est-ce qu'on peut la consulter? Et quand je dis on, on peut se dire on, les consommateurs, mais on peut se dire aussi je suis un concurrent, je suis un organisme d'État qui doit charger de vérifier la conformité. Bon, la question reste entière. Et puis, la blockchain, elle écrit de façon irrévocable les données. Dans les blockchains privées, vous pouvez mettre en place des arbitrages assez sophistiqués pour éventuellement corriger des erreurs. Les erreurs peuvent arriver, hein, y a pas de... On n'est pas dans le monde absolu des crypto-monnaies où un vol et un mouvement de fonds, c'est pareil. Donc ici, dans les blockchains privées, un des intérêts, c'est de pouvoir corriger des phénomènes un peu déviants. Bon, là, finalement, on n'a aucune information sur qui arbitre. Si le distributeur qui met en place sa blockchain est le seul arbitre, ça va limiter aussi un petit peu l'intérêt de la démarche. Finalement, la question plus globale, c'est comment est partagée cette confiance. Finalement, la blockchain, c'est qu'une histoire de confiance. C'est une réponse absolue à la confiance. C'est que finalement, tout ce qui est déposé sur cette chaîne est irrévocable, non discutable. Plus personne ne peut revenir là-dessus. Là, comme on est dans une blockchain privée, comme on a quand même des acteurs qui ne sont pas forcément bien identifiés, qui va disposer de cette part de confiance? Bon, volontairement, j'ai mis l'accent sur les consommateurs. On parle de poulet fermier, on s'imagine tous déjà en train de mettre la fourchette dans le poulet. Donc, quand on est dans le rayon et qu'on a à choisir entre différents poulets, c'est ce genre de questions qu'on se poserait. Mais on pourrait voir ce point de vue de différents horizons. Enfin, encore une fois, un concurrent, un sous-traitant, un fournisseur. Enfin bref, il y a plein de personnes qui pourraient se poser très légitimement ces questions. Et puis finalement, est-ce qu'il y a quand même, parce que la blockchain étant privée, j'imagine que pour garder un maximum de crédibilité, je pense qu'ils ont quand même conservé un tiers de confiance. Bon, encore une fois, je n'ai pas le détail, on va pas aller plus loin dans la vision critique de la chose, c'est pas l'objet. Mais finalement, cette blockchain, pour qu'elle garde toutes ses vertus, il faut quand même qu'elle puisse être garantie. Donc peut-être qu'ils ont gardé un tiers de confiance. Il y a peut-être une société habilitée qui conserve une copie de cette blockchain et qui pourra éviter de se poser des questions s'il y a le moindre souci. Alors, slide précédent est un slide un petit peu critique. Encore une fois, c'est un exercice de style, mais c'est pour vous montrer que la blockchain n'est pas une réponse magique. Il faut voir aussi comment c'est implémenté et quelle vision en a l'entreprise qui l'utilise. Mais finalement, on va revenir sur une note plus positive. Ils ont raison. Alors, ils ont raison de ne pas attendre. Attendre, c'est finir par subir. Je ne sais plus le terme que Russell avait utilisé, mais bon, si on ne veut pas se faire botter les fesses en étant le dernier de la classe à être dans le wagon, autant être dans les premiers. Les usages, évidemment, on parlait des différents standards de collecte de données tout à l'heure. Enfin, c'est la jungle aujourd'hui. Enfin bon, attendre que tout ça se stabilise, c'est prendre le risque de devoir suivre. Et quand on est une entreprise, avec la fuite perpétuelle de la valeur que l'on connaît aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir fabriquer, il ne suffit pas de savoir vendre, il faut courir sans cesse vers d'autres usages et toujours en marge de cette course à la valeur. Voilà, la blockchain est certainement un des leviers importants qu'il ne faut pas laisser passer aujourd'hui. Bon, c'est je viens un peu de paraphraser cela, être les premiers dans son secteur pour en tirer un avantage concurrentiel dès maintenant. Quand l'usage sera incontournable, il vaut mieux être prêt. Je ne vous refais pas non plus l'histoire de l'arrivée d'Internet, des places de marché, des sites web et tout ça. Là aussi, les acteurs qui se sont un petit peu trop endormis sur leur cœur de métier en disant « moi, je suis dans le physique, je suis dans de la production, je suis dans du réel »,
Internet, c'est du virtuel. Je pense qu'il y en a peu aujourd'hui qui continuent de tenir ce discours-là. Alors, c'est difficile aujourd'hui de prospecter loin sur la blockchain et de savoir à quelle vitesse ce basculement va opérer, mais les signes sont clairs et nets. Il faut bouger et avancer dans ce sens. Et puis, on l'a mis avec un point d'interrogation dans le cas de Carrefour, en faire une source de valeur. Vous êtes sur un secteur, vous êtes parmi les premiers à mettre en place cette approche-là, ça a une valeur et ça doit certainement pouvoir se vendre. On va ouvrir un petit peu l'horizon, on va pas rester sur le poulet fermier. Sinon, on va vraiment avoir faim et ça va devenir compliqué. Bon, l'agroalimentaire au sens large, je pense que là, c'est évident pour tout le monde. Problème de traçabilité, tout le marché du bio. Les banques et les assurances. Alors les banques, en fait, j'aurais même dû commencer par les banques. Le Bitcoin est le premier signal d'alarme pour le marché bancaire, pour leur dire bougez-vous et avancez dans ce sens-là, sinon ça va vous faire tout drôle. Les assurances, c'est le cas également. Et quand on y réfléchit, on parlait tout à l'heure de confiance, que la blockchain c'était une réponse ultime au problème de la confiance. Finalement, quand on est avec son banquier ou son assureur, on ne veut entendre qu'un discours de confiance. Donc c'est bien deux secteurs qui devraient aller très très vite. Alors les banques sont bien avancées, les assurances s'y penchent aussi. Je pense qu'ils ne nous attendent pas là-dessus, mais les bouleversements dans ces deux secteurs-là sont très proches. Bon, je ne vais pas m'étendre aussi, mais enfin quand on parle de journal, de base de données, tout ce qui est registre, notaire, huissier, greffe, imaginez tout ce qui nécessite d'être écrit et conservé, ça aussi, ça risque de bouger très très fortement. J'en reparlerai, je crois que c'est sur ce slide le suivant. Pensez à l'ubérisation de tout un tas d'activités que l'on a connues. Comment cette ubérisation a bousculé des secteurs en place. La blockchain risque de provoquer la même chose. Bon, les élections au sens large, mais ne pensez pas qu'aux élections, aux élections nationales. Pensez à toutes les échelles d'élections. On indiquait tout à l'heure que la blockchain avait un coût très réduit. Ça veut dire que finalement, on doit pouvoir faire passer sous les fourches codines de la blockchain tout type d'élections. Même des élections dans une AG, d'une entreprise, d'une assoce. Il y a moyen de fluidifier, de sécuriser et puis d'éviter tous les effets un peu de bord que l'on connaît aujourd'hui parce que c'est mal transcrit, mal signé, on a un doute sur la bonne tenue. Voilà, tout ça peut être... le secteur associatif aussi c'est pas du tout à négliger. C'est, on va dire, le secteur économique au sens large. Pourquoi ? Parce que là aussi, on est en train de détruire des coûts avec la blockchain et finalement il va y avoir, selon les experts de la blockchain, tout un tas d'activités qui étaient payantes ou qui avaient un coût significatif qui vont descendre à des coûts marginaux proches de zéro et qui du coup on va avoir cette passerelle entre des activités économiques, des activités économiques et la blockchain va aider à tirer cette valeur, ces coûts vers le bas. Un peu comme Internet a détruit des tas de coûts et d'intermédiaires, on va assister ou on assiste à la même chose avec la blockchain. Et l'éternel 3 petits points, parce que honnêtement, on ne sait pas trop où on va avec cette technologie, on ne sait surtout pas à quelle vitesse et quels sont les secteurs qui vont les premiers basculer. Bon, je vous parlais de l'ubérisation, c'est un bon point de repère. Je pense que pour tout le monde, on constate bien les effets, que ce soit pour le transport automobile ou pour les locations de vacances ou autres. Voilà, ce bouleversement que l'on a connu et que l'on connaît encore aujourd'hui, la blockchain va être du même ordre. Un petit résumé. Alors, le volet technique, je pense qu'on n'est pas trop rentré dedans, mais il est incontournable parce qu'effectivement, tant qu'on ne comprend pas la technique, c'est difficile de comprendre pourquoi il y a ces caractéristiques de la blockchain. Mais finalement, vous pouvez vite l'oublier. Une fois que vous êtes convaincu que c'est solide, que ça tient la route, et finalement vous dire que c'est pas un problème technique. Comme Internet n'était pas un problème technique, en tout cas la révolution qu'a apporté Internet n'était pas une révolution technique, c'était une révolution culturelle, économique, sociale. Ça a touché tous les autres aspects. La blockchain va être du même ordre.
Voilà, donc j'ai un petit peu aligné ces trois notions, Internet, Uber, blockchain, et les symboles pseudo-mathématiques. Ouais, ouais. Bah, c'est des mathématiques socio-culturelles, c'est ça? Alors, ce sujet de la blockchain est quelque chose que l'on va décliner dans le cadre de la chaire industrielle. Alors, c'est un slide qui a déjà été présenté, mais l'idée est de trouver dans les trois axes de la chaire comment on va pouvoir appliquer. Alors, bon, blockchain, c'est le terme un peu générique qu'on a utilisé ce soir, mais il y a les smart contracts, il y a différents sous-sujets au sein de la blockchain, mais qui peuvent assez facilement se greffer. Et on aura le plaisir de se reproduire à nouveau dans un exercice qui nous est un peu plus familier, à base d'ateliers, dans les j'ai plus le nom là, ni les dates. Oui, puis les ateliers Spring School, voilà. Où là, à cette occasion-là, on pourra vous présenter ce genre de contenu, mais sous forme d'atelier. Donc avec des vraies blockchains, avec des vraies données, avec des, si vous le souhaitez, des vraies tentatives de cassage de blockchain, ou de l'intégration aussi concrète avec un ERP, un capteur ou je ne sais quoi, de façon à montrer aussi que c'est techniquement abordable. En fait, la difficulté, elle est plutôt intellectuelle sur ces trucs-là. C'est pas trop technique. Voilà, en tout cas, plein de sujets sur lesquels on va pouvoir travailler dans le cadre de la chaire. Quelques liens, de toute façon vous pourrez accéder, je suppose, à cette présentation, donc vous y retrouverez les différents liens. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai des questions. Quelles sont les étapes de mise en œuvre? Ouais, je prends un risque et ça... Alors, quels sont... Non, mais c'est pas grave. Surtout, il faut que j'arrive à les lire. Après, les lunettes, la distance et tout. Quelles sont les étapes de mise en œuvre de la blockchain? C'est pas technique. Ou en tout cas, si vous pensez que c'est technique, ou quelqu'un vous dit que c'est technique, qu'il faut des conformités, qu'il faut choisir la bonne techno, je pense que c'est la mauvaise approche. Il faut plutôt vous dire quelle valeur vous pourriez tirer d'aller, je sais pas, mettre votre traçabilité sur la blockchain. Quelle valeur vous pourriez, je ne sais pas, vous êtes un organisme de certification, par hasard, prenons, quelle valeur vous pourriez tirer de déposer toutes vos données BIM ou autres dans la blockchain. Et c'est une fois que vous trouvez une valeur et que vous comparez ça avec les coûts que vous avez actuellement pour éventuellement obtenir la même chose, que vous allez pouvoir avancer. Techniquement, sur un, je sais pas, un barcamp, peu importe la forme, mais je veux dire avec des étudiants motivés, je veux dire, en 2 heures, vous branchez à peu près n'importe quel système et vous y diversez des données dans la blockchain. Vous prenez un CRM, par exemple, c'est assez facile je sais pas, de récupérer des factures ou des commandes, d'en calculer une empreinte et de déposer sur la blockchain. Techniquement, c'est pas le sujet. C'est vraiment de savoir quels sont vos... quelle valeur vous guide, qu'est-ce que vous voulez gagner? Est-ce que vous voulez faire mieux que vos concurrents? Est-ce que vous voulez être force de proposition et fédérer je sais pas, votre traçabilité, vos commandes, vos suivis, peu importe. Je pense que c'est ça qui doit vous guider, pas la technique. Alors, l'autre qui est un petit peu plus longue, l'une des forces de la blockchain, c'est l'absence de régulation, car autorégulation. La blockchain privée n'appelle-t-elle pas à réguler finalement? Il y a effectivement pas mal de points d'arbitrage au sein même des technologies de blockchain. Une blockchain publique, encore une fois, alors pour situer, c'est ce qui se passe sur Ethereum par exemple, ou Bitcoin, mais Ethereum est intéressant puisqu'ils ont une notion de smart contract, on peut déjà développer beaucoup de choses sur Ethereum. C'est une blockchain publique, donc tout ce qui s'y dépose, et donc l'exécution d'un contrat sur cette blockchain, est totalement indiscutable, y compris quand il y a une erreur. Vous faites une fausse opération sur ces blockchains, l'opération elle est passée, elle ne peut pas être régulée. Alors, quand on a une blockchain privée, finalement, on veut garder le contrôle de la blockchain. Donc on veut une régulation de la blockchain. Ça peut avoir des avantages. Prenez un État, par exemple. Je comprends qu'un État puisse avoir des réticences à confier une partie de
de son activité à une blockchain publique. Parce que quelque part, ça veut dire que l'État n'a même plus la main. Je ne sais pas, imaginons un registre notarial. Bon, une blockchain publique, vous faites voler votre droit de propriété d'un terrain, vous n'êtes plus propriétaire. Bon, c'est un peu compliqué. Dans le cadre d'un État, il y a des tribunaux, on peut annuler des décisions. Voilà. Bon, ça, sur une blockchain publique, c'est un peu compliqué. À l'inverse, la blockchain privée, elle permet ça. Mais d'un autre côté, quand vous vous faites déposséder d'un terrain, bon, en France, on peut espérer que ce soit pour de bonnes raisons, parce que les tribunaux ont décidé que. Dans d'autres pays, c'est peut-être plus délicat. Donc, l'arbitrage blockchain privé-public, il n'est pas rendu, et je pense qu'il ne le sera pas. Ça dépendra des usages. Et le gros intérêt de la blockchain, c'est que je pense que c'est les utilisateurs, enfin, c'est les consommateurs, les personnes qui sont au bout qui feront ce choix-là. Et les monnaies, les monnaies vont être un premier terrain de bataille. On ne sait pas à quel stade les crypto-monnaies vont arriver à un statut où elles pourront être en compétition avec les monnaies nationales, mais ça va être un excellent test. Voilà. Est-ce que finalement on va préférer un arbitrage privé? On préférera s'en remettre à la Banque Centrale Européenne ou à l'État français, ou est-ce qu'on préférera un arbitrage, enfin pas d'arbitrage du tout, et voilà. Mais ça dépend des usages et des... Je comprends tout à fait Carrefour qui choisit une blockchain privée, voilà, par exemple. D'autres? Non, je vais... Alors, ça étonnait pas. euh, Alors, je préfère plutôt cette approche-là. En fait, la première formulation, c'est vraiment la jungle aujourd'hui. Et il ne se passe pas 3 mois sans qu'il y ait une nouvelle approche technologique, un sous-jacent technologique à la crypto. Et on pourrait penser qu'il y en a qui disparaissent et que finalement les principaux survivent. Non, on est dans une tendance où c'est vraiment le bazar. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'analogie entre la cathédrale et le bazar, c'est pas non plus innocent le terme, hein. C'est un bazar qui, à mon avis, est extrêmement utile. Je fais le parallèle avec les langages de programmation. Il y a 10 ans, on pensait que Java c'était ultime, c'était terminé. Aujourd'hui, il ne se passe pas 3 mois sans qu'il y ait un nouveau langage de programmation. La blockchain, on en est là. Alors du coup, de ce point de vue-là, c'est un peu effrayant. Maintenant, si on prend la deuxième formulation de la question, alors je vais essayer de bien peser mes mots pour pas dire de bêtises, mais à ce jour, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas eu d'attaque avérée des algorithmes et des sous-jacents mathématiques des blockchains. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des usages un peu extrême, qu'on utilise la faiblesse, vous savez, entre le clavier et la chaise. Hein. Il y a beaucoup de régulation peut-être à apporter au blockchain, mais en tout cas, mathématiquement, personne ne le remet en cause. Alors, quand on aura passé la date de la suprématie quantique et que peut-être on va peut-être remettre à plat tous les principes mathématiques qui sont derrière pour la cryptologie, mais ça on sait faire. On a déjà connu des évolutions majeures de ces algorithmes. Il y a régulièrement des algorithmes qui sont dépréciés, ou qui sont indiqués comme non sûrs. Ça évoluera. Même le Bitcoin, qui est la plus conservatrice des monnaies de par sa valeur, fait quand même des évolutions. Voilà. Puis quand il n'évolue pas assez vite, il y a des forks, il y a carrément des copies. Bon, je ne vais pas rentrer non plus dans trop ces détails-là, mais pour moi, et en tout cas selon les expertises reconnues, il n'y a pas de faille majeure d'un point. Il n'y a pas de faille mathématiquement. Techniquement, il y a sûrement quelques correctifs qui sont appliqués et qu'il faut appliquer. Et après, quant aux usages et à la réglementation qu'il faut appliquer, c'est le Far West. Voilà. Oui.
répéter, mais si c'est long. Non, non, ça va pas être, ça va pas être. Oui, je voudrais apporter un témoignage, si vous permettez. Un témoignage très proche de celui de Carrefour, qui est un témoignage local. Donc, je suis associé à une entreprise où nous fabriquons, grosso modo, des prothèses dentaires en fabrication additive. Donc, là, nous utilisons la blockchain. Le bloc est créé par notre client lorsqu'il nous envoie le fichier 3D. Et au sein de ce bloc, il va y avoir un certain nombre d'informations, comme le lot de poudre, enfin un certain nombre d'informations, puisque la prothèse va être produite, mais va vivre aussi jusqu'au moment où elle va être implantée par le dentiste dans l'être humain. Et peut-être aussi un jour retirée. Donc nous utilisons effectivement dès aujourd'hui la technique de la blockchain qui va suivre la vie de l'objet que nous allons produire, mais qui va aussi avoir une vie suite à cette production. Voilà. Et privé, oui. Oui. Donc j'espère que la blockchain aura une longue vie. Il y aura beaucoup de cadavres, hein, comme dans toutes ces révolutions-là, mais bon, encore une fois, je pense que monsieur pourra en attester, c'est pas tellement le choix technique d'une blockchain A ou B, puisque bon, j'imagine qu'une disparition de la technologie qui supporte votre blockchain actuelle serait pas forcément très agréable, mais en tout cas, ça changerait pas grand-chose au principe. Et à la limite, une blockchain qui disparaît, la chaîne qui a été écrite jusqu'à un instant T, elle reste présente. Bon, il faut un peu l'archiver pour pas qu'elle disparaisse complètement, mais ça n'enlève rien à la force et puis à la limite, elle peut vivre sur une nouvelle version ou sur une nouvelle techno. Le client peut s'y connecter, la sécurité sociale pourrait s'y connecter aussi, enfin un certain nombre d'intervenants pourront intervenir dessus afin d'y apporter des informations ou simplement les consulter. Oui, patient. C'est mieux. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Oui, oui. Et, oui. Bon, il y a la théorie, il y a la pratique. On l'a encore. J'aimerais bien rebondir à ta question par rapport à la blockchain. Quelles sont les limites en fait qui vont la bloquer? Entre autres, en fait, la confidentialité des informations. Si on veut garder certaines informations confidentielles, de un, et de deux, en termes, il y a pas mal de personnes qui commencent à s'intéresser à la consommation d'énergie des blockchains. Alors, en un slide, ça pouvait pas tenir, hein, je suis désolé. Il faut totalement distinguer l'accès public au bloc de la chaîne et l'accès aux informations. Si vous mettez dans la blockchain les informations qui sont chiffrées, bah, n'importe qui peut consulter, mais il aura des informations chiffrées. Donc le dossier patient, bon, c'est pas une blockchain publique, mais admettons, le dossier patient pourrait très bien être mis dans la blockchain, chiffré avec la clé privée, bon, je passe dans les détails, mais enfin chiffré par le praticien ou par lui-même, peu importe. Et finalement, ces données sont accessibles à tout le monde, mais elles ne sont pas lisibles. Vous voyez, et seuls les utilisateurs concernés. Vous voyez, il faut distinguer l'accessibilité à la chaîne et la lisibilité des informations. Il faut le dissocier et il faut bien comprendre que la vie privée du patient, c'est bien, mais du coup, le fait que lui puisse à tout moment s'assurer que ce qui est écrit dans son dossier, ça a été écrit tel jour, telle heure, et que personne n'a pu le modifier, vous voyez, il y a ces deux aspects-là. Mais ne pensez pas que parce qu'une chaîne est publique, les informations qui sont dedans sont lisibles par tous. Et la deuxième question était sur la deuxième partie de la question. L'énergie. Alors, c'est un gouffre à énergie, mais ça dépend des blockchains. Les blockchains qui fonctionnent avec ce qu'on appelle une preuve de travail, le proof of work, sont des gouffres à énergie. Il y a beaucoup d'études en cours, on est assez curieux de voir ce que ça peut donner. Bon, c'est un gouffre à énergie, mais je ne sais pas, imaginez que, on va être un peu perturbant, imaginez que tous les offices notariés de France soient remplacés par une blockchain pour enregistrer les sessions de terrain et tout ça. Évidemment que la blockchain, si elle est sur des technos classiques de proof of work, elle va consommer de l'électricité. Je ne rentre pas dans le détail, je suis désolé pour ça pompe de l'électricité. Une blockchain, en tout cas dans les technos proof of work. Bah, comparez ça avec tous ces offices, tous ces
tous ces bases de données qu'il faut quand même répliquer chez les notaires, toutes ces versions papier, on n'en a plus trop, mais voilà, donc il faut le comparer à ça. Et deuxième point, il existe aujourd'hui d'autres technologies alternatives de blockchain qui ne s'appuient pas sur une preuve de travail, donc qui ne nécessitent pas une consommation effectivement un peu absurde d'électricité. Voilà. Mais tout ça fait partie du côté Far West. Tout le monde s'est engouffré sur le proof of work, on pompe des tas de gigawatts d'électricité, mais il y a pas mal de challengers qui sont sur d'autres approches.